Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de 15h dont voici les principaux titres. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme fait le point sur la situation de la prison de Gabon. Et en actualité internationale, le chef de l'ONU met en garde contre une crise alimentaire mondiale. C'était les titres. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme fait le point sur la situation de la prison de Gabon. Nous l'écoutons. Monsieur le président de la Commission des droits de l'homme, Selevan Marudine, merci d'avoir bien voulu nous recevoir au siège de la Commission pour cette conférence de presse. Et pour ma première question, je voudrais que nous allions droit au but. Quelles sont aujourd'hui les conditions de détention du lieutenant Fouad Youssouf Ali? Nous avons hier, 9 juin 2020, visité la prison civile de Gabon. Nous y allons dans cette prison comme dans les postes de police des arrondissements et les brigades de Djibouti, tous les ans, 1 ou 2 fois, et pour s'enquérir des conditions de détention et de traitement des détenus. Nous n'avons pas été tout particulièrement pour Youssouf Ali, mais je vais dire pour Fouad Youssouf Ali, mais c'est une visite dans le cadre de notre travail habituel. Mais comme M. Fouad Youssouf Ali était parmi les détenus, bien sûr, nous avons visité la cellule où il était détenu. C'était la fameuse cellule 12. Et je tiens à rappeler que la cellule 12, ce n'est pas une cellule unique, que c'est un bloc de 12 cellules identiques, individuelles, et que M. Fouad Youssouf Ali occupait la cellule numéro 5 parmi les 12 cellules. La vidéo touchante qui a circulé dans les réseaux sociaux donnait cette impression d'une cellule à part dans laquelle on mettait, on maltraitait les prisonniers, mais on a toujours visité. Il s'agit d'un bloc de 12 cellules qui partagent une cour commune. M. Fouad occupait la cellule numéro 5. Les cellules avoisinantes, juxtaposées, 6 et 4, de part et d'autre de cette cellule, étaient aussi occupées, comme les 11 autres cellules qui composaient ce bloc. Nous avons, et ça fait partie de notre mission, s'enquérir des conditions de détention de tout prisonnier. Donc, pour bien s'enquérir des conditions de détention de M. Fouad, nous avons visité sa cellule. Je l'ai moi-même pris les dimensions de cette cellule en mesurant avec les moyens que je disposais, c'est-à-dire mes pas. Les dimensions de cette cellule étaient de 4 mètres sur 2. Bien sûr, les toilettes y étaient intégrées. Elle était équipée d'un ventilateur plafonnier fonctionnel
Elle était équipée également d'une fenêtre d'aération et d'une porte comportant une grille pour l'aération des lieux. On a aussi observé que dans toutes les cellules, les toilettes occupaient moins de 1 mètre en longueur, ce qui fait que tout prisonnier dans ces cellules dispose d'au moins 3 mètres pour dormir, pour faire sa prière et éventuellement les autres besoins qu'il juge nécessaires. Il faut donc aussi noter que le président de la Commission nationale des droits de l'homme a lui-même interrogé hier le détenu Fouad Youssouf Ali et non la presse, comme il a été dit par erreur hier soir. Toujours donc dans ce point de presse, le président de la Commission des droits de l'homme, M. Souleymane Omar Oudine, qui a rencontré hier au cours de sa visite le détenu Fouad Youssouf Ali et qui l'a interrogé personnellement au cours de cette conférence de presse, soulève les conditions de détention et de santé du détenu Fouad Youssouf Ali. Nous l'écoutons. On a été à la prison d'Aikabod, par chance ou fort heureusement, ça coïncidait avec les 2 heures de promenade. M. Fouad bénéficiait des 2 heures de promenade quotidiennes dont il a le droit, comme tous les autres prisonniers, dans cette prison. Donc il se trouvait dans la cour. Les membres de la délégation que je conduisais, nous avons été, et moi-même, nous avons été à son encontre. Et nous l'avons interrogé sur son état de santé, sur ses conditions de détention. On lui a demandé s'il bénéficiait de tous ses droits conformément aux conventions ratifiées, aux conventions des droits de l'homme ratifiées par la République de Djibouti, et notamment la Convention contre la torture et les mauvais traitements inhumains, dégradants et cruels. Et lors de cet entretien, nous nous sommes assurés de l'état de santé convenable de M. Fouad. Il nous a là aussi assuré qu'il n'a fait l'objet d'aucun maltraitance ou traitement cruel, ou des blessures qu'on aurait causées sur son corps. Si je rentre dans les détails sur son état de santé, dans cette vidéo touchante qui a circulé et qui a ému beaucoup de gens et qui a circulé dans les réseaux sociaux, M. Fouad Youssouf Ali présentait des blessures. Nous avons questionné M. Fouad sur l'origine de ces blessures. M. Fouad Youssouf Ali nous a expliqué qu'il souffrait d'une allergie et que ces plaies sont apparues pour la première fois, des éruptions cutanées, le 9 août 2019. Alors qu'il se trouvait chez lui, à cette époque. Il n'était pas prisonnier. Et que ces éruptions cutanées ont réapparu quand il a été emprisonné, quand on l'a mis à la prison d'Aikabod. On peut imaginer facilement le 9 août 2019, c'est la période chaude à Djibouti, c'est la saison chaude.
Et actuellement, M. Fouad, alors il se trouvait chez lui en période chaude. C'est toujours en période chaude qu'il se trouvait en prison. On peut faire le rapprochement. Et M. Fouad nous a dit concernant, on lui a posé cette question, sur son droit à avoir une visite médicale. M. Fouad nous a assuré qu'il a reçu la visite de 2 médecins que la justice lui a envoyés. En l'occurrence, il nous a cité notamment M. Ilyas Laurent, le docteur Ilyas Laurent, et qu'il était satisfait de leur visite. De cette conférence de presse, le président de la CNDH a été interrogé sur le nombre de la population carcérale dans la prison de Gabot qui est en surnombre. Voici ses propos. Monsieur le Président, il y a, au-delà de la question de Fouad Youssouf, il y a une question qui mérite d'être soulevée parce qu'il s'agit d'une situation assez grave quand même. Je fais référence à la surpopulation carcérale. Est-ce que, dans ce sens, qu'est-ce que la Commission nationale des droits de l'homme propose dans ce sens? Vous avez raison de poser cette question. C'est l'une des difficultés, c'est la difficulté même majeure que nous observons à chaque visite que nous effectuons à la prison civile de Gabot. Je suis dans ma commission, je suis à la tête de cette commission depuis 2016. Et depuis notre première visite, jusqu'à ce jour, on constate qu'il y a entre 450 à 600 prisonniers, selon les années, selon la période qu'on visite. Alors que cette prison, qui date des années 60, est conçue pour accueillir 300 personnes. On voit par là qu'il y a une surpopulation réelle. Hier, quand nous avons été à cette prison, il y avait exactement 487 détenus. La majorité des détenus, c'était des hommes adultes. Les femmes comptaient 17 femmes et les mineurs étaient au nombre de 19. Le président de la République, conscient de la surpopulation existante dans cette prison, et pour atténuer la proximité qui pouvait y avoir vu la surpopulation, avait gracié 178 prisonniers pour être exact au début de l'apparition de cette pandémie à Djibouti. Vous imaginez, sans cela, peut-être les effectifs seraient encore plus importants. Nous soulevons ces problèmes tous les ans et à chaque visite que nous faisons à la prison de Gabot. Nous mettons sur notre rapport que nous dressons à l'issue de chaque visite. Et le gouvernement nous a assuré de sa volonté et même de son engagement à construire une prison plus moderne qui réponde aux besoins actuels
au PK 53. Toujours en actualité nationale, le ministre de l'Intérieur, M. Mohamed Ahmed Cheikh, a eu une réunion hier matin à la préfecture de la région d'Ali Sébié. C'était donc une réunion de concertation avec les notables, les sages et les chefs du quartier en présence du préfet de la région d'Ali Sébié, M. Moussa Adan Migani. Au total, plusieurs notables et sages des différents quartiers de la ville de Asseljoug ont participé à cette réunion qui avait pour objectif le maintien de la paix et de la sécurité dans la région suite aux manifestations du vendredi dernier qui avaient fait beaucoup de dégâts matériels. Les notables et les sages du quartier se sont réjouis de la tenue de cette réunion présidée par le ministre de l'Intérieur et se sont dit prêts pour relever le défi et ont promis que chacun d'entre eux veillera à la stabilité de la région d'Ali Sébié. Le point de presse, donc, comme d'habitude, le point de presse sur la situation du Covid-19 de ce 10 juin 2020. Donc, nous passons donc actuellement à ce point de presse qui sera toujours, comme d'habitude, présenté par le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoita Tourab. Nous le quittons. Point de presse sur la situation Covid-19. Ce mercredi 10 juin 2020 nous donne les résultats suivants. 121 personnes sont déclarées guéries. 740 tests ont été réalisés. 42 personnes se sont révélées positives au Covid-19. Nous n'avons pas eu de déclaration de décès. Les données du jour confirment une nette baisse de la pression hospitalière avec un solde positif entre le nombre de personnes guéries et celles qui sont déclarées positives. Nous constatons aussi que la courbe épidémiologique poursuit une baisse continue, en partie grâce aux efforts de sensibilisation sur le respect des mesures barrières. Conformément à la stratégie nationale de lutte contre le Covid-19 et en vue d'endiguer cette épidémie, nous ne cesserons de réitérer l'application et le strict respect des mesures préventives comme le port de masques, le lavage des mains, la distanciation physique et la limitation de déplacement au strict essentiel. Quant au bilan global depuis le début de l'épidémie, il se résume ainsi. 38 240 tests réalisés, 4 373 personnes se sont révélées positives, 2260 cas sont confirmés guéris et au total, depuis le début de l'épidémie, nous avons 34 décès. Restez vigilants, protégez-vous et protégez les autres. Surtout, prenez soin des personnes fragiles. Sur instruction du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, et sous la doléance du peuple d'Arta de mettre en place une unité de sapeurs-pompiers, aujourd'hui, un accord de partenariat a été signé avec l'armée pour la mise en place d'un véhicule de lutte contre l'incendie du Mont Armé avec le personnel en présence du directeur général de la protection civile, le colonel Mahmoud Moussa Mahmoud, le préfet de la ville d'Arta, M. Mohamed Cheikhou Hassan, le chef de corps, colonel Ibrahim Ali Farah, et le président du conseil régional, Ilmi Bouhgoud Adé. La responsabilité du personnel et de ses matériels attribués a été placée provisoirement sous la responsabilité du chef de corps de l'armée jusqu'à que la direction nationale de la protection civile assure la relève. Prochainement, une caserne des sapeurs-pompiers sera construite à Arta et qui sera dotée des matériels sophistiqués. À l'issue donc de cette convention, le préfet de la région d'Arta a pris la parole et s'est réjoui. C'est le directeur de la protection civile pour l'octroi de ce camion de pompiers. Elle servira beaucoup. Elle remplira ses missions ici à Arta. Et c'est vrai que c'était une doléance de la population auprès du président de la République. Et vous avez répondu rapidement grâce à l'appui du président de la République, du ministre de l'Intérieur et grâce aux efforts que vous avez déployés. C'est la première fois, c'est vrai que le service de pompiers s'installe et c'est l'armée qui s'en occupera dans un premier temps. Par la suite, il y aura une caserne de pompiers. Vous avez déjà le terrain qui a été prévu pour ça. Et nous comptons beaucoup pour que ces projets puissent arriver à terme. Mais pour l'heure, les forces armées nous appuieront ici pour faire
office de sapeurs-pompiers ici dans la région. Ils seront formés, comme vous l'avez dit, et nous remercions l'armée, le chef d'état-major général des corps des armées, et l'ensemble des officiers, le colonel Durard, ainsi que tous les officiers ici de l'armée. Quant au directeur de la protection civile, il s'est dit donc réjoui et prêt à servir la population de la région d'Arta. Nous l'écoutons. Je vous remets aujourd'hui de manière officielle la clé du premier véhicule pompier tout neuf qui nous a été donné gracieusement par notre amitié avec nos pays amis et qui a une teneur qui peut prendre 1500 litres d'eau, qui peut aussi, en combinaison avec d'autres matériels qui sont à l'intérieur, qui peut servir pour le feu d'hydrocarbures aussi, s'il y a un véhicule citerne. Les hommes qui vont travailler, parce que la profession exige un savoir, donc des hommes ont été livrés avec. Nous allons former aussi les personnels militaires qui vont travailler avec nos pompiers en attendant la rêve. C'est qu'un premier pas. D'autres véhicules, des moyens, des locaux, des matériels conformément aux dispositions vont vous être, Inch'Allah, aussi délivrés. Je réponds pour le moment et à ce jour et de manière précise, l'instruction qui nous a été donnée officiellement suite à la dernière tournée du président de la République et aussi l'instruction que vous avez donnée aussi bien par vous et par moi-même, par notre ministre de l'Intérieur. Voilà, je vous remets. Je vous demande en votre qualité d'autorité civile et mon collègue, avec tout le respect que je vous dois, de bien vouloir veiller à l'entretien et au maniement de cet engin. Ces véhicules ne doivent sortir uniquement de la caserne qu'en cas d'incendie ou tout ce qui est approprié à cet égard-là. Et je voudrais remercier aussi par la même occasion le général chef d'état-major des forces armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, qui nous a facilité tout ce travail-là pour qu'on puisse travailler ensemble en attendant la création. C'est un honneur pour moi. C'est la première fois qu'on met un véhicule incendie à Arta. Ce n'est qu'un premier pas. Le reste vont venir aussi. Je voudrais remercier mon ministre. Je veux remercier tous les gens qui ont travaillé à cet égard. Mes hommes qui sont là, qui vont travailler, qui ont le savoir, qui ont travaillé depuis plus de 20 ans. Et je vous remercie, vous et l'ensemble de la population de Arta. Et de là, donc, nous passons à l'actualité internationale. Donc, comme je l'ai annoncé dans les titres, le chef de l'ONU met en garde contre une crise alimentaire mondiale. La crise sanitaire n'est pas la seule conséquence du coronavirus. En avril, l'ONU avait déjà alerté sur un risque d'explosion du nombre de personnes souffrant sévèrement de la faim. La suite avec May. Nos systèmes alimentaires ne fonctionnent plus et la pandémie du Covid-19 aggrave la situation, estime-t-il dans un communiqué accompagnant une étude onusienne. En rappelant qu'aujourd'hui, plus de 820 millions de personnes ne mangent plus à leur faim. Quelques 144 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance, soit plus d'un enfant sur 5 dans le monde. Cette année, 49 millions de personnes supplémentaires pourraient tomber dans l'extrême pauvreté à cause de la crise provoquée par la pandémie, avertit-il. Le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire grave ou souffrant de malnutrition sévère va rapidement augmenter, prédit le secrétaire général en demandant une mobilisation en priorité là où le risque est le plus aigu. Antonio Guterres réclame notamment une protection pour les travailleurs du secteur alimentaire, de préserver l'aide humanitaire et de renforcer le soutien à l'industrie alimentaire et aux échanges commerciaux pour éviter l'interruption des chaînes de distribution. Il demande aussi de mettre l'accent sur les programmes nutritionnels, notamment en instaurant des aides pour les enfants qui n'ont plus accès aux repas scolaires. Pour le chef de l'ONU, il est possible de développer les aliments sains et nutritifs pour éradiquer la faim dans le monde. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de 15h. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur Télé Djibouti.